Élu dans Dorchester en 70, Florian Gay est parmi les 12 députés créditistes qui forment le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Il se fait valoir en Chambre dans les débats sur l'agriculture, la construction, le travail et l'éducation. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gay. Bonjour, M. Morin. Dans votre groupe parlementaire, vous étiez 12 députés créditistes à l'Assemblée nationale. Vous aviez plusieurs tâches à vous répartir, mais vous aviez quand même votre comté qui est proche et loin en même temps de Québec. Comment est-ce que vous retourniez tous les soirs chez vous? Ça, c'est un autre problème un petit peu, dans le sens que le lundi, c'est le bureau de comté. Le mardi, on descend à Québec. Alors, le mardi soir, je couchais à Québec. Je montais chez nous le mercredi. Je redescendais le jeudi et je couchais à Québec le jeudi soir. Et toujours être dans un hôtel, dans un motel, moi, je ne trouvais pas ça pratique ben. Alors, on s'est entendu, 4 députés, nous avions acheté un Cadrex. C'est comme ça que ça s'appelait. C'est une petite espèce de petit bloc appartement où il y a 4 petits logements là-dedans, une espèce de garçonnière, et ça nous convenait. Alors, c'était pas bien cher, c'était même des bâtiments subventionnés par le fédéral. Alors, pour 13 000 $, on avait ça, puis ça nous convenait. Alors, ça nous permettait d'être proches, de faire notre bureau. Moi, je revenais assez souvent. Je revenais après souper pour travailler, faire mon travail de bureau au Parlement. Parce que quand vous êtes toujours à l'Assemblée nationale, ça ne répond pas à votre correspondance, là. On avait ce qu'on appelle dans le temps des dictaphones. Alors, le soir, je prenais le dictaphone et je dictais le sujet de mes lettres à la secrétaire. Et ça lui permettait, elle, le lendemain, quand je n'étais pas arrivé, de faire du travail. En 73, aux élections de 73, vous vous êtes présenté dans le nouveau comté de Beauce-Nord. Avez-vous eu l'impression que vos adversaires avaient mis le paquet pour vous battre à cette élection? Oui. Les deux partis avaient mis le paquet parce que, oui, je sentais que le gars à battre, c'était moi. J'avais été pour eux autres probablement un assez bon serviteur, malgré tout, là, tout le bas de la Beauce, de Beauce-Nord. Mais le Parti québécois est en montée. Et ça, c'est l'automne où le Parti libéral a fait élire 102 députés sur 110. Ça avait été un balayage provincial. Riche de mon expérience de député, expérience politique, je m'étais dit, bien, ça va peut-être être plus facile qu'en 70. Mais on sentait que c'était pas pareil. On sentait que le tapis nous glissait tranquillement sous les pieds. Le Parti libéral, évidemment, utilisait la promesse, pas la promesse, mais l'accord de l'obtention de l'autoroute de la Beauce. Il ne voulait pas l'annoncer avant, il voulait garder ça pour cette campagne-là. Mais maintenant qu'elle était annoncée, il fallait qu'ils vivent avec. Alors, ils ont dit, bien là, c'est le Parti libéral qui l'a fait avoir l'autoroute de Beauce, et puis bon. Et il y avait aussi les 100 000 jobs à M. Bourassa, avec un taux de chômage élevé, Dorchester, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Lobinière. C'était attrayant. Et c'était un peu ce que je disais, il faut avoir des raisons pour voter pour un parti ou pour quelqu'un. Alors, les raisons étaient là. Les 100 000 jobs bien payés pour des gros projets, ça compte. Et la peur du Parti québécois, la peur du séparatisme. Alors, les organisateurs libéraux passaient en avant de moi dans les foyers de personnes âgées, puis ils disaient, écoutez, les petits vieux, là, si vous votez pour Gay, c'est le PQ qui va être élu. Si le PQ est élu, c'est la séparation. Puis si c'est la séparation, vos pensions, oubliez ça.
Oh! Ça faisait peur aux gens. Alors, beaucoup ne sont pas allés voter. Mais je n'ai pas senti, c'était pas dans toutes les paroisses pareilles, mais entre autres, à Sainte-Marie-de-Beauce, je n'ai pas pu faire mon nid à Sainte-Marie, même si j'avais une propriété qui était en construction pour m'en aller là. Je ne me sentais pas étranger, je me sentais accepté, mais je ne me sentais pas béni non plus. Et puis, avec M. Dupuis comme chef, il y avait de la controverse dans l'organisation en disant, bien, c'est probablement pas le bon chef. D'autres, ils disaient, bien, ça va nous faire un bonhomme. Alors, on a combattu un petit peu ces choses-là. On ne peut pas être contre les 100 000 jobs. Ça aurait été de la foutaise de parler contre ça. Moi, je n'ai pas parlé de la peur du PQ. Et je disais, bien, si jamais le PQ est élu, ça sera probablement une autre façon de gérer le Québec. Et ce que j'utilisais en 1973 comme exemple, je disais, bon, on emprunte 100 $ à la banque pour 10 ans à 10 %. Au bout du 10 ans, on a remis le montant en totalité, mais on doit encore le capital. En 1970, les gens comprenaient ça, puis ils disaient, bien, notre système économique n'est pas bon. Alors, les gens disaient, il faut le changer. Quand je parlais de l'inflation, puis que je prenais l'exemple de mon petit chien qui court après sa queue, puis je leur disais en 70, est-ce qu'en allant plus vite, il va finir par l'attraper, sa queue? Les gens partaient à rire. Il aimaient le modèle, il aimaient l'exemple. Mais en 70, les gens n'écoutaient pas. En 73? En 73, pardon, les gens y écoutaient moins. On dirait que les gens avaient une vision plus étroite des choses, les 100 000 jobs, puis la peur du PQ. Alors ça fonctionnait bien gros. Moi, je disais, se faire élire, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de se faire réélire. Puis je ne concevais pas que c'est parce que je n'avais pas bien rempli mon mandat. Je ne concevais pas non plus que j'avais fait un mauvais travail. Mais j'ai compris que d'autres formations politiques avaient l'avance. Puis dans l'opposition, comme député d'opposition, on ne peut pas arriver avec des promesses de 100 000 jobs, là. Vous avez fait construire, vous étiez en train de vous faire construire une maison à Sainte-Marie-de-Beauce quand l'élection est arrivée. Avez-vous eu le temps d'habiter? J'ai jamais habité ma maison à Sainte-Marie-de-Beauce, et c'est pas par le manque de volonté. Mais par un hasard, un heureux ou un mauvais hasard, il fallait planter 2 poteaux d'hydro parce que je faisais construire dans un développement et j'étais à la suite des propriétés existantes dans le développement. Et il fallait planter 2 poteaux Hydro-Québec et ces poteaux-là se sont plantés juste avant Noël. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait eu un hasard politique qui a fait que je n'ai pas pu habiter ma maison à Sainte-Marie-de-Beauce avant la fin de la campagne électorale. Mais en tout cas, j'avais fait les dépenses d'une résidence à Sainte-Marie et j'avais même annoncé mis ma maison à Saint-Léon en vente. Et puis, évidemment, après l'élection, même si j'avais une partie de Cadrex à Québec, j'avais une maison à Saint-Léon, une maison à Sainte-Marie-de-Beauce, bien, j'étais dehors. C'est peut-être pour ça que je suis devenu charpentier menuisier, mais ça fait drôle pareil. Justement, vos lendemains de votre élection ont été difficiles pour vous et votre famille parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pension, il n'y avait pas d'allocation de transition, pas de revenus. Comment vous avez survécu? Ah, comment j'ai survécu? Évidemment, bien, quand on est dans la fleur de l'âge, travailler, ça ne nous fait pas peur. Et j'ai tout analysé la situation. Je ne pouvais pas aller vivre à Sainte-Marie parce que j'étais branché chez le voisin par un fil au sol. Alors, j'ai dit, je ne peux pas aller habiter là. C'était juste pour maintenir un chauffage minimum. Je ne pouvais pas revenir à Saint-Léon, habiter ma maison à Saint-Léon parce que je m'en allais à Sainte-Marie. Donc, en prévision, j'avais loué ma maison à Saint-Léon. M'en aller rester à Québec, ça m'intéressait moins parce que, avec mon épouse et des enfants, on aurait été à l'étroit. Alors, j'ai décidé, une chance, j'avais un chalet, j'ai décidé d'habiter au chalet pendant quelques mois, le temps de convertir mon sous-sol, qui était quand même suffisamment spacieux, en résidence secondaire, c'est-à-dire en résidence temporaire.
Et on a construit, on a fait une cuisine, mes 2 bureaux qui servaient comme salle d'attente et comme bureau de député. Parce que j'avais fait ça dans ma maison. Dans ce temps-là, l'allocation de bureau n'était pas suffisante pour avoir un local loué à l'extérieur, donc on a fait ça chez nous. Alors, si j'ai converti ça en chambre à coucher, cuisine, salle de bain, salon, j'avais tout. Alors, finalement, ben, pour vous dire qu'on a fini par reprendre la possession de notre maison, j'ai dit à mon locataire, bien, aussitôt que vous trouverez que quelque chose qui est possible pour vous autres, bien, je reprendrai ma maison. Alors, finalement, j'ai repris ma maison. Pour revenir au lendemain de 73, malgré toutes ces propriétés que vous aviez quand même pas de revenus. Ah non, j'avais aucun revenu. Aucun revenu. Alors, j'ai fait comme le gouvernement. J'ai emprunté pour traverser le temps difficile et pas de revenus et pas de métier. C'est-à-dire, moi, j'étais gérant général et j'avais suivi une formation pour être gérant général d'une entreprise de fabrication de meubles rembourrés. Et bien sûr qu'on m'avait remplacé, et avec raison, parce que j'ai quitté pour la politique. Et moi, je disais, bien, là, j'ai pris le système du gouvernement, j'ai emprunté, quitte à payer des intérêts, mais ça m'a permis de retomber sur mes pieds. J'avais pas de métier, mais j'avais toujours été attiré parce que j'avais déjà travaillé sur la construction à Québec. Et ça m'avait toujours fasciné, la construction. Alors, je me disais, bien, peut-être que je pourrais partir là-dedans. Alors, j'ai commencé la construction comme artisan, sans certificat de qualification, évidemment, au début. Puis il y a un de mes amis qui était déjà dans la construction, il dit, j'aurais besoin d'un homme. Il dit, j'ai des rénovations à faire, puis ça ne se fait pas une seule. Alors, j'ai commencé. Alors, c'est pour ça qu'on a vu sur les journaux, à un moment donné, l'ex-député de Dorchester vit de job-in. Ben oui, des petits travaux un peu partout. Mais remarquez que je n'ai jamais eu honte de ça, au contraire. On avait l'impression de bâtir quelque chose. Et quand on sort de la politique, on vient d'essuyer une défaite, même si on n'est pas nécessairement amer, on a un peu moins envie de revivre avec des gens qui ont probablement voté contre nous autres ou qui ne nous ont pas appuyés. Et je sentais le besoin de me retrouver tout seul, là, puis faire des choses manuelles. J'ai dit ne serait-ce que temporaire pour quelques années, et finalement, j'ai passé une grande partie de ma vie dans la construction. J'ai été 30 ans entrepreneur général en construction. J'ai adoré. Finalement, j'ai remboursé mon prêt à la caisse et puis j'ai ouvert à la place, j'ai ouvert une marge de crédit. On n'appelait pas ça une marge de crédit dans le temps, mais finalement, ça revenait au même. Mais la politique, vous ne l'avez pas abandonnée pour autant parce que là, vous êtes présenté au municipal dans votre village de Saint-Léon, d'abord à l'échevinage, puis ensuite à la mairie. Oui. Il y avait quelqu'un qui était pas, qui avait quitté le conseil municipal. Ils ont dit, écoute, Florian, on aimerait ça que tu viennes au conseil municipal. Il y a bien des choses que tu sais que nous autres, on ne sait pas. Puis dans ce temps-là, évidemment, les maires, les échevins, n'étaient pas trop informés sur les lois municipales. Et on savait aussi qu'on préparait un réseau d'aqueducs et d'égouts. Et puis, finalement, j'ai accepté d'aller au municipal. Et j'ai fait un an, juste un an comme conseiller. Et c'était l'élection générale, l'élection municipale. Et puis, on m'a demandé d'aller à la mairie. Alors, je n'étais pas bien fou d'aller là parce que je sortais de la politique, je retombais dans la politique. Sauf que j'ai dit, on a des choses à faire là. Et puis, finalement, je me suis présenté à la mairie. J'ai été élu à la mairie. Et j'ai fait 2 termes de 2 ans. J'ai fait 4 ans, ça veut dire 5 ans avec mon temps d'échevin, et je suis revenu un peu plus tard au conseil municipal. Parce qu'on dit toujours que celui qui décide ou qui prépare un projet aussi important pour une petite paroisse comme nous autres, de réseau d'aqueducs et d'égouts, c'est jamais lui qui le réalise. Au niveau municipal, là, comme maire de Saint-Léon, est-ce que votre expérience politique à Québec vous a aidé à voir des choses pour votre municipalité? Oui, bien disons que ça n'a pas nuit. Même si j'aurais voulu profiter de mon passage à l'Assemblée nationale pour obtenir ce que moi j'aurais pu appeler des faveurs, ça n'a pas été le cas. Sauf que ça m'avait ouvert la porte, par exemple, au niveau des affaires municipales, savoir qui rencontrer.
Je connaissais des gens du contentieux pour nos problèmes au niveau de la justice. Je connaissais aussi des fonctionnaires au niveau de l'administration municipale et des spécialistes qui s'occupaient des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Parce que quand on veut réaliser un projet comme ça, il y avait déjà un aqueduc privé. Alors, il fallait commencer par, comme municipalité, à acheter ce qui existait pour ensuite le démolir. Puis, il fallait s'entendre. Alors, on est venu ici à Québec, évidemment, pour négocier cet achat de réseau d'aqueducs et s'informer un peu de quelle façon on pouvait accepter un contrat, préparer des contrats d'abord, puis ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas comme administrateur municipal. Là. Sans être candidat, vous êtes revenu quand même à la politique québécoise, provinciale, en 80, au référendum de 80, en présidant le comité du oui dans Bellechasse. Comment vous êtes arrivé là? C'est un de mes amis qui m'a appelé, c'est un ami que vous connaissez probablement, Claude Lachance. Qui a été député, oui. Qui a été député pour le Parti québécois plusieurs années. Alors, il appelle, il dit, Florian, il dit, on aimerait que tu fasses partie du comité administratif du oui dans Bellechasse. Ils ont dit, tu connais bien des personnes, puis ils ont dit, tu n'as pas trop de misère à t'exprimer sur une tribune. Puis, alors, j'ai dit, ben, coudonc, mais pourquoi pas? Il dit, c'est pas compliqué. Il dit, tu vas peut-être apparaître 3-4 fois, il dit, sur des tribunes dans le comté, puis il dit, tu connais assez bien ta politique pour ça, puis tu connais la politique du Parti québécois et tout ça. Et puis, ben, j'ai trouvé ça le fun parce qu'on n'avait pas de personne à vendre. J'avais pas à me vendre comme personne. Tout ce qu'on essayait de faire progresser, c'est une idée. Mais j'avais dit à M. Lachance, puis j'ai dit, Claude, écris-le si... on va faire un référendum en 80. Si on est élu, tant mieux, c'est pour ça qu'on travaille là. Mais si on n'est pas élu, c'est-à-dire que si le référendum ne passe pas, oubliez ça pour 30 ans. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Et j'ai eu l'occasion de parler à côté d'un premier ministre, celui qui était au dernier référendum. Parizeau? M. Parizeau. Alors, on est allé à Sainte-Sabine, une petite paroisse de Bellechasse à côté de Lac-Etchemin. Et il n'y avait vraiment pas... Moi, j'avais décidé de ne pas y aller, puis j'avais autre chose. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle, ils ont dit, M. Parizeau va passer, puis il dit, tu vas le prendre, puis il dit, vous allez faire l'Assemblée publique à Sainte-Sabine. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai eu quand même l'occasion de parler à côté de M. Parizeau. M. Parizeau était très bon, mais dans un contexte de paroisse rurale, son intervention avait été plus ou moins bien accueillie. Je pense que lui était trop avancé par rapport à l'auditoire. Alors, comme j'ai parlé le deuxième, j'ai un petit peu fait le lien entre le discours de M. Parizeau et les gens qui étaient là. Alors là, les gens ont un peu mieux compris. On a bien senti, là aussi, qu'on ne gagnera pas le référendum, sauf que, moi, je me disais, si on va chercher la moyenne provinciale, c'est déjà ça. Ça sera ça de gagner. Si jamais il y en a un autre, bien, j'ai dit là, bien, probablement que je ne serai pas partie prenante parce que j'ai fait mon effort de guerre. Mais je suis quand même intervenu une quinzaine de fois durant le référendum où la clôture avait eu lieu à l'aréna de Sainte-Claire. Hey, là, il y avait du monde. Mais là, c'était plaisant parce qu'on avait réussi à réchauffer un petit peu ceux qui étaient en faveur de cette option politique-là. Et on avait l'impression d'être mieux compris. D'abord, mieux écouté. Et deuxièmement, mieux compris. Et Sainte-Claire était un village un peu plus commercial, de Prévost-Cœur. C'est un petit peu plus cosmopolite qu'uniquement des... mais dans ce coin-là du comté, ce sont les ruraux qui ont appuyé le Parti québécois. Beaucoup d'agriculteurs. Les gens qui travaillaient dans les entreprises, on dirait qu'ils se sont privés un peu de se prononcer, mais la classe agricole avait répondu assez bien au référendum de 80. Mais j'avais bien dit à M. Lachance, j'en ai présidé un, mais le prochain, là, c'est pas moi qui va le faire. C'est pas moi qui le devais non plus. En rétrospective,
Qu'est-ce que vous retenez de vos 3 ans et demi de député? Ça a été 3 ans et demi extraordinaires. D'abord, pour un être humain, ça m'a permis de m'exprimer sur des sujets qui ne se seraient sûrement pas présentés autrement. Ça m'a permis aussi d'établir des contacts avec les gens. Ça m'a permis aussi d'expliquer que ce qu'on appelle la piastre, ça n'a pas de valeur. C'est juste un moyen d'échange, un système de comptabilité. Alors, ça m'a permis, pendant mes 3 ans et demi, de découvrir le peuple du Québec et de me rendre compte aussi qu'il y a des gens qui travaillent pour améliorer la situation. C'est pour ça que j'ai toujours dit, après un passage de 3 ans et demi en politique, je me suis rendu compte, si la machine ne va pas bien, ça ne dépend pas du conducteur. C'est la machine qui n'est pas bonne. On a beau changer de premier ministre, changer ministre, changer député, on est toujours dans la même situation, on est toujours dans le même problème, on n'a jamais de budget. Et on est rendu à un point tel que c'est la sécurité du public qui est mise en cause parce qu'on n'a pas de budget pour réparer nos infrastructures. Moi, je trouve que ça n'a vraiment pas de bon sens et je me demande au rythme où vont les choses, on refinance la dette, on reconsolide, on aura beau trouver les noms qu'on veut, j'ai l'impression qu'on ne s'en sortira pas sans qu'on finisse. Et c'est mondial. Le phénomène est mondial. Je me rappelle que je disais en 70, si on additionne les intérêts payés par le Québec, les intérêts payés par le Canada, l'intérêt payé par l'Hydro-Québec, les municipalités et les missions scolaires, ça nous coûte 175 000 $ par jour. Hey, les gens étaient tous surpris de ça. Ils disaient, il tombe des limbes, lui. Alors, c'était facile. On additionnait à peu près les dettes et on multipliait par un facteur d'intérêt, puis ça nous coûtait ça par année. Alors, ça m'a permis de constater tout ça. Et c'est une certaine satisfaction de se faire plaisir de temps en temps. Comme disait mon vieux curé, même si on peut aller au ciel, pareil si on ne sait pas ça. Vous avez sûrement eu l'impression, la certitude même, d'avoir, comme député, contribué à améliorer des choses pour vos concitoyens, en particulier dans votre comté de Dorchester. Oui, même dans notre comté. Et ça l'a probablement aussi tracé le chemin. Et je disais que M. Bégin a été élu pendant 25 ans. Il a gagné 8 élections consécutives. Mais à un moment donné, c'est comme si on s'enlisait. Et c'est comme si on commençait à dire, bien, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ça ne se fait pas, donc ça ne doit pas être possible. Alors, on a véhiculé des idées différentes. On a travaillé de façon différente. Et j'ai l'impression aussi qu'on a un petit peu défait ce mythe que le député peut tout faire, puis le député peut tout régler. Qu'il soit du bon bord ou dans l'opposition, ça reste un humain qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Le gouvernement ne fait pas plus non plus. Nous étions un parti politique d'idées et nous avions l'intention de véhiculer cette idée-là. Alors, c'était différent, c'était autrement, et ça l'a brisé le bipartisme à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est permis d'avoir n'importe quel nombre de partis politiques à l'Assemblée nationale. Ça a été, je dois vous dire, M. Morin, que ça a été passionnant. Et à chaque fois que je revois un collègue, c'est tous ces souvenirs, ces beaux souvenirs qui passent dans ma tête, et je peux vous affirmer que jamais je regretterai ces années. Depuis que vous êtes à la retraite et de la politique et de la construction, et même quand vous étiez entrepreneur, vous avez fait partie de beaucoup de groupes communautaires, d'activités sociales. Est-ce que vous avez trouvé là-dedans autant de satisfaction qu'en politique? Oui, j'appelle ça une satisfaction modérée.
j'ai fait partie du mouvement garde... Donc, je fais encore partie du mouvement garde paroissiale. On est entré là-dedans en 1980. Et pas beaucoup d'années plus tard, je me suis ramassé au conseil d'administration de l'Union régionale Côte-Sud, qui comptait dans ce temps-là plus de 20 unités, 20 paroisses qui formaient l'Union régionale Côte-Sud. J'ai été vice-président, j'ai été président et j'ai été président ex officio. Ça veut dire que j'ai fait toutes les étapes là, de la direction de l'Union régionale Côte-Sud. Ça a été valorisant. J'ai adoré aussi cette expérience différente et je fais partie aussi des membres Chevaliers de Colomb. Et je suis depuis plusieurs années, c'est moi qui ai ce qu'on appelle le chancelier. Le chancelier, c'est celui qui garde le lien entre le conseil et le pasteur. Alors, j'ai l'occasion de faire des interventions à chaque mois sur un sujet que je choisis moi-même, de temps en temps pastoral, de temps en temps religieux, de temps en temps ni un ni l'autre. Et c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, je voyais venir ce qu'on appelle les accommodements raisonnables et la laïcisation des services publics. Alors, j'ai dit, on va préparer une motion qu'on va envoyer au Parlement par le canal des Chevaliers de Colomb. Alors, j'ai préparé une motion qui disait, avec quelques considérants, devrait être présentée à l'Assemblée nationale une motion pour la conservation du crucifix au-dessus du siège du président. Ça, j'ai fait ça en 2007. Et à mon grand étonnement, M. Lachance, Claude Lachance, m'envoie un courriel à un moment donné. Il dit, ta résolution, il dit, elle a passé, puis il dit, elle a été votée par les 100 députés présents à l'Assemblée nationale. Pas eu d'objection. Alors, tout le monde qui était présent a voté en faveur. Mais moi, je disais, ça fait partie de notre culture. Même si ce n'est pas un endroit religieux, c'est une démonstration culturelle au même titre que la croix à Gaspé. Alors, j'ai été ravi d'apprendre à un moment donné que la motion que j'avais préparée et votée par mon conseil local a franchi les étapes nécessaires au sein des Chevaliers de Colomb et finalement pour être présentée par le premier ministre avec les deux chefs d'opposition et votée à l'unanimité. Je me frotte les mains en disant « malvenu le parti politique qui était là à l'époque d'aller voter contre ». Alors, c'est une petite gloire personnelle, une petite victoire que j'ai réussi avec des collègues membres des Chevaliers de Colomb. Merci, M. Gay. Ça fait plaisir.